En banlieue de New York, aux États-Unis, une jeune mère est brutalement assassinée dans sa cuisine. Les policiers font tout pour identifier son meurtrier, mais ils ne disposent que de rares fragments d'indices. En Idaho, un couple de gens âgés est trouvé mort dans sa maison. Les comptes rendus des témoins diffèrent les uns des autres. Les policiers devront tout faire pour trouver des indices. Ils feront appel à la criminalistique pour identifier un suspect. Quand un meurtrier est mu par une soif de vengeance, rien ne peut l'arrêter. Mais les experts peuvent trouver des réponses cachées dans des indices et ainsi réussir à rendre justice à ceux qui ont été tués à bout portant. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. D'habitude, en banlieue de New York, la vie est plutôt tranquille à l'abri des crimes violents. Mais en janvier 1997, tout cela allait changer. La police de Pelham Manor à Westchester County reçut un appel d'urgence. Jim Martin signala avoir trouvé sa femme Kathleen gisant dans une mare de sang sur le carrelage de la cuisine. Les policiers se rendirent sur place et passèrent l'endroit au peigne fin. Ils constatèrent que la jeune femme de 32 ans avait été atteinte d'un projectile au visage en plus d'avoir été poignardée. Comme on avait utilisé deux armes différentes pour perpétrer cet homicide, le lieutenant Christopher Calabrese du service de police de Westchester en déduisit qu'il y avait deux meurtriers. L'examen du corps nous a permis de constater la présence de blessures à l'abdomen et aux mains. Certaines blessures indiquaient qu'elle s'était défendue. De plus, il y avait eu un coup de feu à la tête. Dès le départ, on a donc cherché à identifier deux suspects. Normalement, on ne trouve pas des blessures provenant de deux types d'armes quand la victime n'a été attaquée que par un seul meurtrier. Les enquêteurs interrogèrent Jim Martin. Celui-ci était bien connu dans la région. Kathleen et lui tenaient un centre équestre. Jim déclara à la police qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois plus tôt le même jour. Ils avaient mangé ensemble vers 13h30. Jim était ensuite retourné au centre équestre pendant que sa femme était allée faire quelques courses. Jim fut coopératif avec la police et il accepta de se rendre au poste plus tard pour y répondre à d'autres questions. On envoya le corps au médecin légiste pour autopsie. Les experts trouvèrent des empreintes de sang sur le linoléum de la cuisine. Ils les photographièrent avant de les prélever en espérant s'en servir dès qu'on aurait trouvé un suspect et qu'on pourrait comparer ces empreintes aux semelles de ses chaussures.
Pour les experts judiciaires, ces empreintes semblaient avoir été faites par des bottes de cow-boy. Sur une porte d'armoire, les experts remarquèrent un trou fait par un projectile. Il était partiellement caché par une carte de souhait. La balle avait traversé la porte et abouti sur la tablette à l'intérieur. On photographia l'armoire et l'on recueillit le projectile pour le soumettre à des analyses. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. De plus, le système d'alarme ne s'était pas déclenché. Le lieutenant Al Mosiello du service de police de Pelham Manor était fort étonné par la violence de ce crime. J'étais surpris parce que Pelham Manor n'est pas le genre d'endroit où il y a des homicides. Et je me demandais bien comment la famille de cette femme réagirait à cette tragédie. Au poste de police, le lieutenant Calabrese commença par éliminer des noms de sa liste de suspects. Le nom de Jim Martin figurait en haut de sa liste. Jim était la personne la plus proche de Kathleen Martin. C'était son mari. C'est lui qui avait trouvé le corps. Normalement, quand une femme est tuée, il nous faut éliminer le nom du mari de la liste des suspects. Martin consentit à subir un examen mesurant le niveau de stress dans sa voix. Ce test, qui est semblable à celui du détecteur de mensonges, est irrecevable en cours. La police s'en sert toutefois pour éliminer certains suspects. C'est le lieutenant Robert Giordano qui lui fit passer l'examen. Cet instrument mesure les variations de la voix à diverses questions. Les cordes vocales donnent un timbre particulier à chacun. Et ce timbre varie selon qu'une situation est plus ou moins stressante. Par une série de questions auxquelles Jim Martin devait répondre par oui ou par non, Giordano en vint à la conclusion que cet homme n'était vraisemblablement pas mêlé à l'homicide. Il fut coopératif et fournit des informations qui pouvaient se révéler utiles à l'enquête. Au bureau du médecin légiste de Westchester County, on reçut le corps de Kathleen. C'est le docteur Louis Rowe qui pratiqua l'autopsie. Il commença par radiographier le corps. Il constata que le projectile était entré par l'œil gauche et qu'il avait traversé le crâne avant de sortir par l'arrière. Le projectile avait ensuite perforé la porte d'armoire pour finir sa course sur une tablette. Il y avait des résidus de poudre explosive sur la peau de la victime. Le meurtrier de Kathleen était donc à moins de 30 cm d'elle quand il avait appuyé sur la détente. Pendant l'autopsie, Rowe examina la blessure à l'abdomen faite au couteau ainsi que des blessures aux mains, sans doute causées parce que la victime s'était défendue devant son assaillant. Par la forme et la grandeur de l'entaille, il en déduisit que la blessure avait été causée par un couteau à lame incurvé. Il trouva ensuite la douille d'un projectile de 9 mm dans l'émail du tricot de la victime. C'était une indication sur la proximité de celui qui avait tiré sur Kathleen. On envoya les vêtements de la victime à l'expert judiciaire Ted Schwartz. Comme les meurtriers de Kathleen étaient tout près d'elle au moment de sa mort, il chercha à trouver sur le chandail toute fibre ou cheveux qui auraient pu passer des meurtriers à la victime pendant le crime. Le chandail était en acrylique. Je me suis presque tout de suite rendu compte que le chandail avait tendance à perdre des fibres. Je me suis alors dit que quand j'examinerais les vêtements de suspect, je pourrais commencer par voir si des fibres de ce tricot ne s'y trouveraient pas emmêlées. Mais avant de retrouver ces fibres sur les vêtements d'un suspect, Schwartz devait d'abord bien les identifier. Son équipe et lui eurent recours à un éclairage spécial qui distingue les longueurs d'onde de chacune des couleurs du tricot.
Les experts portaient tous des lunettes d'une couleur différente, rouge, orange et jaune. Lorsque la couleur de la lumière projetée correspondait à la couleur du chandail, les fibres devenaient fluorescentes et un seul des experts pouvait les voir. Les fibres du tricot de la victime devinrent fluorescentes quand on les observa à travers des lunettes oranges. Cette fluorescence allait rendre mon analyse beaucoup plus facile. Je serais capable de distinguer beaucoup plus aisément ce type de fibres sur les vêtements et sur les objets qu'on me demanderait éventuellement d'examiner. Les enquêteurs comptaient que quelque part à Westchester County, ces fibres invisibles étaient restées accrochées au meurtrier. Meurtrier encore inconnu pour les policiers qui ne savaient absolument pas comment s'y prendre pour leur mettre la main dessus. Les détectives se rendirent au centre équestre que possédaient et géraient les Martin. Une des employées déclara que Kathleen était une instructrice d'équitation très populaire, mais que quelqu'un avait semblé vouloir s'en prendre à elle. Quelques mois avant le meurtre, un inconnu avait saccagé et incendié un fourgon à chevaux. Et juste avant, il avait écrit le nom de Kathleen sur une des parois du fourgon. Les employés croyaient que cet acte de vandalisme était le fait d'un ex-employé qui s'appelait Carlos Carricas. Mais comme on n'avait rien trouvé qui reliât cet homme au crime, on n'avait pas porté plainte contre lui. La police convoqua Carlos Carricas à un interrogatoire. Carricas sembla coopératif. Il déclara que Kathleen était presque une mère pour lui. Il ne lui aurait jamais fait de mal. De plus, il avait un alibi le jour du meurtre. Il était allé chez un ami pour l'aider à nettoyer des tapis. Il décrivit en détail comment ils avaient procédé au nettoyage et comment ils avaient suspendu les tapis pour les faire sécher. Ce qui m'a surpris dès le début, c'est à quel point il s'est montré coopératif. Il l'était tellement que ça nous a apparu suspect. Quand on pratique les interrogatoires, on rencontre deux types de gens. Ceux qui nous transmettent les informations et ceux qui tentent de nous convaincre de la validité de ces informations. Eh bien, Carricas faisait partie de cette deuxième catégorie. Le suspect accepta de faire évaluer le stress dans sa voix, comme Jim Martin l'avait fait quelques jours plus tôt. Le lieutenant Giordano fit passer l'examen ici aussi. Giordano ne fut guère impressionné par les résultats. Je lui ai fait subir l'examen et j'ai tout de suite su qu'il l'avait échoué. Même si les résultats de cet examen étaient irrecevables, les enquêteurs croyaient avoir trouvé leur suspect. Il leur restait toutefois à prouver comment il était relié à ce crime. Les autorités d'une banlieue de New York avaient identifié l'un des deux suspects recherchés suite au meurtre de Kathleen Martin. Il s'appelait Carlos Carricas. Il avait été congédié depuis peu du centre équestre de Kathleen et de son mari. Il avait échoué à un examen d'analyse du stress de la voix, mais on ne pouvait tenir compte de ce résultat devant un tribunal. Les policiers ne disposaient encore d'aucune preuve solide. Ils devaient trouver quelque chose. Avant de donner congé à leur suspect, ils lui demandèrent l'autorisation de fouiller sa voiture, ce à quoi il acquiesça. Les policiers y recueillirent de nombreux vêtements. Ils passèrent ensuite l'aspirateur afin de prélever la moindre fibre, le moindre cheveu. Les enquêteurs interrogèrent ensuite les amis de Carricas et vérifièrent son alibi. Le couple déclara que Carricas avait passé l'après-midi avec eux pour nettoyer les tapis et qu'il n'avait pas quitté les lieux avant le soir. Les enquêteurs rappelèrent au couple qu'ils étaient toujours à la recherche d'un deuxième suspect pour cet homicide.
le couple s'en tint à sa version des événements. Le lieutenant Calabrese demeurait suspicieux. Leur version de ce qu'ils avaient fait relativement au nettoyage des tapis était complètement différente de sa version à lui. Le lieutenant Calabrese était persuadé d'avoir identifié l'un des suspects, même s'il n'avait toujours aucune preuve contre lui. On fouilla le passé de Carrigas pour découvrir qu'il avait un casier judiciaire pour vol et recel. Son complice dans plusieurs de ces crimes était un certain Michael Fernandez. Les autorités, qui n'avaient guère autre chose à se mettre sous la dent, décidèrent d'interroger ce Michael Fernandez. Ils lui annoncèrent que Carrigas était en détention et qu'ils savaient qu'il était impliqué. L'ex-détenu passa aux aveux. Fernandez reconnut que Carrigas et lui planifiaient un vol chez les Martin depuis plusieurs semaines. Il ajouta qu'il avait attendu dans la voiture pendant que Carrigas se trouvait dans la maison. Quand celui-ci était revenu, il lui avait dit qu'il avait poignardé Kathleen et tiré sur elle pour l'empêcher de déclencher son système d'alarme. Carrigas lui avait alors tendu son pistolet de 9 mm et son couteau pour que Fernandez s'en débarrasse. Les policiers croyaient que Fernandez ne leur avait pas dit toute la vérité. Il est très rare qu'un individu utilise à la fois une arme à feu et un couteau. Fernandez fut toutefois coopératif et il indiqua aux enquêteurs où il avait caché le couteau et l'arme à feu. Les policiers s'y rendirent et y trouvèrent un couteau à lame incurvée. Cela correspondait à l'arme dont on s'était vraisemblablement servi pour blesser Kathleen à l'abdomen. Il n'y avait pas d'empreinte digitale identifiable sur l'arme, ni trace de sang. Michael Fernandez fut arrêté et accusé de complicité criminelle pour ce meurtre. Les policiers retrouvèrent également le pistolet chez l'un de ses amis. L'expert en balistique ne trouva sur le pistolet aucune empreinte ni trace de sang. Il procéda à un tir d'essai dans un bassin d'eau et recueillit le projectile pour le comparer à celui retrouvé dans l'armoire des Martin. Il y avait assez de rainures et sillons identiques sur les deux projectiles pour affirmer qu'ils avaient été tirés avec la même arme. Avec ces preuves fournies par l'examen balistique et avec le témoignage de Fernandez, les policiers disposaient d'assez d'éléments pour arrêter Carlos Carrigas. Celui-ci nia toute implication dans le crime. Même si les policiers avaient trouvé les armes du crime, elles ne portaient pas les empreintes de Carrigas. De plus, leur principal témoin avait lui-même un passé louche. Les policiers devaient détruire l'alibi de Carrigas. Le lieutenant Calabrese rendit de nouveau visite aux amis qui avaient déclaré être avec lui au moment du meurtre. Il pressa la femme de lui donner d'autres détails, lui rappelant qu'elle pourrait faire l'objet d'accusations de complicité si elle mentait à la police. La femme modifia sa version des faits.
Carlos, dit-elle, était bien chez elle le jour du meurtre. Mais après avoir reçu un appel, il était parti chercher un certain Mikey. C'était aux alentours de 14h30. Elle ajouta qu'il était revenu quelques heures plus tard avec un sac à dos. Par la suite, elle avait entendu Carrigas dire à son petit ami qu'il avait abattu une femme. Elle remit à la police le sac à dos qui se trouvait toujours chez elle. L'experte en ADN, Mary Eustace, examina une paire de gants trouvés parmi les effets que contenait le sac. Il y avait plusieurs taches foncées qui ressemblaient à du sang. L'analyse révéla qu'il s'agissait de sang humain. On soumit ensuite le sang à des analyses génétiques, mais il faudrait compter un certain temps avant d'obtenir des résultats. Les policiers espéraient que Ted Schwartz pourrait leur fournir des réponses en examinant les indices. Ils lui envoyèrent tous les effets, notamment les gants et les débris d'aspirateur recueillis dans la voiture de Carrigas pour analyse. Si les gants avaient été en contact avec le chandail de Kathleen, il était vraisemblable de croire que des fibres du vêtement soient restées collées dessus. L'expert examina les gants sous un éclairage spécial. Il savait précisément quelle longueur d'onde de lumière fluorescente ferait briller les fibres du chandail de Kathleen. Elles s'allumèrent comme une enseigne au néon. Parmi les débris provenant de la voiture de Carrigas, on retrouva de nouveau ces fibres fluorescentes. En tout, il y avait 41 fibres provenant du chandail de la victime sur les effets du suspect. Et ce n'était pas tout. Un double transfert avait eu lieu. Des fibres des gants de Carrigas avaient été trouvées sur les vêtements de Kathleen. Ces preuves démontraient que c'était Carrigas qui avait commis ce meurtre. Les enquêteurs croyaient toutefois que Michael Fernandez était mêlé à cet homicide, même s'ils n'en avaient encore aucune preuve. Les policiers avaient arrêté 2 hommes soupçonnés du meurtre de Kathleen Martin. Carlos Carrigas avait nié être impliqué dans ce crime. Michael Fernandez, quant à lui, avait seulement admis avoir attendu Carrigas dans la voiture. Quand les médias locaux firent état de l'arrestation des 2 hommes, des témoins se manifestèrent à la police. Une voisine des Martin déclara avoir aperçu Carlos Carrigas s'enfuir en courant de la maison le jour du meurtre. Son fils, lui, avait aperçu Michael Fernandez faire de même. Nos témoins avaient vu 2 personnes différentes sortir de la maison des Martin. De fait, quand on a diffusé la photo de Michael Fernandez à la télé, un de nos jeunes témoins a dit à ses parents qu'il l'avait vu sortir de la maison des Martin. Ainsi donc, Michael Fernandez était lui aussi dans la maison. Sur la base des indices, la police croit que Carrigas, mu par un désir de vengeance, s'est rendu chez les Martin pour voler et tuer Kathleen. Carrigas a appuyé sur la détente. Son complice, Michael Fernandez, lui, a poignardé la jeune femme. Il n'y a aucun doute dans mon esprit là-dessus. Lorsqu'il est entré dans la maison des Martin, il avait déjà l'intention de tuer Kathleen Martin pour ne pas se faire reconnaître et dénoncer. Il s'est rendu là sans aucun masque ni déguisement et elle pouvait l'identifier. Il avait donc l'intention d'éliminer ce témoin gênant. Le 3 février 1999, Michael Fernandez a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré. Il a été condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement. En novembre 1998, Carlos Carrigas a été jugé coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie et au minimum de 25 ans. C'est ainsi que dans l'État de New York, on a pu rendre justice à la victime et mettre ces 2 meurtriers derrière les barreaux grâce aux indices minutieusement recueillis. Malheureusement, parfois, l'analyse et l'interprétation des indices est plus complexe et le tueur peut continuer de courir pendant plusieurs années.
Bonneville County est situé dans l'est de l'Idaho, dans la vallée de la rivière Upper Snake. Les habitants y apprécient l'air pur et les grands espaces. Au début de mars 1992, Leo Donald, un employé d'usine à la retraite, et sa femme Mary vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les enfants s'étaient mariés et ils avaient quitté la maison familiale, mais ils habitaient à proximité et leur rendaient régulièrement visite. Rien ne faisait plus plaisir à Leo et Mary que de passer du temps avec leurs petits-enfants. C'était une période de leur vie où ils apprenaient à savourer chaque jour qui passait. Le 24 mars, les voisins de Leo et Mary furent inquiets en voyant qu'il y avait plusieurs journaux sur la pelouse devant la maison et que la porte d'entrée était entr'ouverte. À l'intérieur, l'horrible vérité s'imposa à eux. Leo Donald gisait sans vie sur le plancher du salon. Le voisin remarqua alors des traces de sang. Il appela le service d'urgence. Des enquêteurs du bureau du shérif de Bonneville County se rendirent sur place. Le sergent Kim Marshall et le détective Victor Rodriguez faisaient partie du groupe. Leo Donald gisait dans le salon. Il portait encore un pyjama. Apparemment, il avait reçu plusieurs projectiles à la tête et à la poitrine. La police fouilla minutieusement la pièce pour y recueillir des indices. Il y avait une longue trace de sang près du corps. On trouva 3 douilles de projectiles par terre. On les photographia avant de les recueillir. À l'étage, gisait le corps de Mary Donald dans son lit. Elle semblait aussi avoir été abattue de plusieurs projectiles. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. L'intrus n'avait pas laissé d'empreinte digitale non plus. Le sergent Marshall émit alors une hypothèse. Quand on est arrivé à la maison, on a trouvé M. Donald au rez-de-chaussée. Son corps était près du canapé. À l'étage, dans la chambre à coucher principale, on a trouvé Madame Donald. J'en ai alors conclu qu'ils avaient ouvert la porte à quelqu'un qu'ils connaissaient et qu'ils avaient été tués pendant la nuit. Il était évident qu'ils étaient alors couchés après avoir fait, comme d'habitude, le tour de la maison pour verrouiller les portes. Quelqu'un leur avait donc demandé d'ouvrir cette porte. Le détective Victor Rodriguez se mit à la recherche d'indices. J'ai allumé ma torche électrique et l'ai mise par terre pour éclairer tout le plancher à l'aide du faisceau lumineux. Près de la porte d'entrée, il trouva l'empreinte d'une chaussure de tennis dans la poussière. On ne savait pas qui l'avait laissée là. Avait-elle été faite par un des ambulanciers? Donc avant que ceux-ci ne repartent, on a examiné leur semelle et constaté que l'empreinte était différente. Le meurtrier l'avait donc laissée là. On prit l'empreinte en photo pour la soumettre à un examen ultérieur plus détaillé. Rodriguez recueillit 3 douilles de projectiles dans le lit. À l'extérieur, les enquêteurs remarquèrent une trace de semelle presque parfaite dans la boue. Elle ressemblait à celle qu'on avait aperçue dans la chambre. On en fit un moulage. Dès qu'on disposerait d'un suspect, on ferait la comparaison avec ses chaussures. Le médecin légiste pratiqua l'autopsie des 2 corps.
Il confirma que Leo et Mary Donald avaient tous deux reçu 3 projectiles. De nombreux fragments de balles furent recueillis dans le crâne et le haut du torse de Leo. On avait également tiré sur Mary à la tête. Le dernier coup de feu surprit le médecin légiste. La balle était entrée par la nuque, juste derrière son oreille gauche. On avait tiré sur elle à bout portant. Le sergent Marshall interrogea les enfants des Donald pour savoir si quelqu'un qu'ils connaissaient pouvait en vouloir à leurs parents. Leur fils déclara qu'il n'avait pas la moindre idée de l'identité de celui qui pouvait avoir agi ainsi. Ils étaient tous deux très appréciés au sein de leur communauté et fréquentaient assidûment l'église. Pour le sergent Marshall, il s'agissait de meurtres brutaux et totalement gratuits. On envoya les indices reliés au tir d'armes à feu au laboratoire judiciaire de l'Oregon à Ontario. C'est le lieutenant Rocky Mink qui en fit l'examen. Dans l'affaire Downard, on a comparé les projectiles prélevés sur les victimes aux douilles de projectiles recueillies sur la scène du crime. L'expert constata que les projectiles et les douilles provenaient vraisemblablement d'une carabine de chasse de calibre 22. Il transmit ses conclusions au bureau du shérif de Bonneville County. Cette carabine laissait présumer que le meurtrier était un chasseur et que cette arme faisait partie de sa collection. Elle aurait été difficile à dissimuler à cause de sa dimension. Mais peut-être que l'auteur de ces meurtres ne se préoccupait guère de cacher son arme. La police de l'Idaho était à la recherche de l'individu qui avait abattu Leo et Mary Donald chez eux. Tout ce qu'on avait recueilli sur son identité, c'était des empreintes de ses chaussures, des projectiles de calibre 22 et des douilles. Les enquêteurs ratissèrent le quartier des Donald à la recherche de réponses. Un voisin avait aperçu un homme chez eux le jour du double meurtre. C'était selon lui un certain Robert Buchanan, un jardinier à son compte qui faisait l'entretien de pelouse. Buchanan entretenait la pelouse de plusieurs résidents du quartier, notamment celle des Donald. Le sergent Kim Marshall examina les antécédents de Buchanan. Selon le rapport, ce dernier avait menacé son ex-femme avec une arme de calibre 22, soit le même calibre que l'arme utilisée pour tuer les Donald. Buchanan devint rapidement le suspect numéro 1 du sergent Kim Marshall. Nous en avons fait notre suspect dès le début de l'enquête, à cause de ce que nous avons appris en questionnant les voisins et en examinant ses antécédents. Il avait déjà commis des actes de violence dans le passé. On élargit le champ de recherche. Des témoins déclarèrent que le père de Buchanan collectionnait les armes à feu. De plus, Buchanan lui rendait fréquemment visite. Le père de Buchanan possédait plusieurs armes, dont une carabine de calibre 22. Il accorda la permission aux enquêteurs de l'emprunter. L'arme fut envoyée au lieutenant Rocky Mink du laboratoire judiciaire de la police d'État de l'Oregon.
Afin de voir si les douilles de projectiles trouvées sur la scène du crime et les fragments de balles recueillis lors de l'autopsie provenaient de cette arme, Mink dut d'abord effectuer quelques tirs d'essai. Il recueillit ensuite les projectiles et leurs douilles. Il examina les balles sous un stéréoscope. Les projectiles des tirs d'essai de la carabine Remington ont été examinés et comparés aux projectiles recueillis sur les victimes. En me basant sur les détails microscopiques présents sur les rainures et les cloisons de ces balles, j'ai pu conclure que les projectiles meurtriers avaient bel et bien été tirés avec cette Remington. Les enquêteurs avaient maintenant la preuve que la carabine de calibre 22 avait servi à abattre les victimes. On accusa Robert Buchanan de ces deux meurtres. Toutefois, le juge chargé de l'affaire trouva les preuves insuffisantes. On n'avait pas trouvé l'arme parmi les effets de Buchanan. L'affaire fut rejetée faute de preuves. La vie à Bonneville County reprit difficilement son cours. De leur côté, les policiers ne pouvaient laisser ces crimes impunis. Ils avaient en main l'arme du crime, mais ne disposaient pas d'indices pour relier quelqu'un à cette arme. 15 mois plus tard, les autorités de Bonneville County rouvrirent l'enquête. Le détective Victor Rodriguez fut assigné à l'affaire. Les enquêteurs réexaminèrent les preuves à la recherche d'un indice qui aurait pu leur échapper la première fois. Rodriguez savait que cette enquête ne serait pas facile. Ce cas a été l'un des plus difficiles sur lesquels j'ai travaillé, parce qu'on a dû repartir à zéro. On devait revenir au commencement de ce double homicide et essayer d'oublier tout ce qu'on avait appris. En fait, faire comme si on n'avait encore aucun suspect. Les enquêteurs interrogèrent à nouveau les voisins et amis des Donald. Un voisin se rappelait avoir vu un homme rouler en voiture devant la maison à plusieurs reprises. C'était Lanny Buchanan, le frère cadet de Robert. Lanny vivait dans le quartier et le voisin l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Le détective Rodriguez se rendit alors compte que Lanny avait lui aussi accès à la carabine de calibre 22. L'enquête prit alors un nouvel essor. Je me consacrais de plus en plus exclusivement à cette affaire. Quand j'ai commencé à me concentrer sur ce Lanny, tout s'est alors mis à concorder parfaitement, comme si Lanny mettait lui-même en place les morceaux du puzzle. Et plus les policiers en apprenaient sur son compte, plus ils avaient des soupçons à son égard. Selon les témoins, il était atteint de déficience intellectuelle et avait un tempérament violent. Quand les gens apprirent que Lanny faisait l'objet de soupçons de la part de la police, les enquêteurs reçurent des informations surprenantes. Toutes les femmes qu'on a interrogées, tous les amis des victimes, tous les hommes aussi nous ont dit que Lanny rendait régulièrement visite aux femmes âgées. Pour moi, ça a été comme si une lumière s'était allumée dans mon esprit. Une femme en particulier déclara que peu avant le double homicide, Lanny était venu chez elle en colère et tout agité. Quand elle lui avait demandé pourquoi il était dans cet état, il lui avait répondu qu'il avait voulu serrer Mary Donald dans ses bras, mais que cette dernière lui avait alors dit de cesser de lui rendre visite. Lanny en avait été très perturbé. Le détective Rodriguez convoqua Lanny à un interrogatoire. Il nia être impliqué dans les meurtres et déclara ne pas se rappeler de l'incident avec Mary. Les Donald étaient des gens bien et il s'arrêtait souvent chez eux pour les saluer. Quand on lui demanda s'il avait déjà utilisé l'arme de son père, il déclara qu'il l'avait prise à l'occasion pour aller à la chasse.
Il déclara aussi que le soir du double homicide, il était chez des amis et qu'il regardait une partie de basket-ball à la télévision. On lui donna congé. Rodriguez contacta les amis de Lanny pour vérifier son alibi. On lui dit que Lanny était bien venu ce soir-là, mais qu'il était parti abruptement en disant qu'il allait chasser. La police obtint le mandat de fouiller la maison de Lanny. Dans le placard de sa chambre, les enquêteurs trouvèrent une paire de chaussures sport. On envoya les chaussures à l'experte Donna Shepardson-Mead. Elle les compara au moulage de l'empreinte découverte devant la maison des Donald. Le dessin, l'usure générale de la partie avant et du talon était identique à l'empreinte de l'une des chaussures de Lanny. Ainsi donc, la semelle d'une des chaussures de Lanny Buchanan correspondait à une empreinte trouvée devant la maison. Les policiers devaient maintenant démontrer que celui-ci était bien entré s'ils voulaient prouver sa culpabilité. Il ne fallait courir aucun risque inutile avec les photos prises dans la maison. Elles furent envoyées à Eric Greenwade, un mathématicien réputé du laboratoire d'ingénierie nationale en Idaho. D'abord, Greenwade numérisa la photo dans son ordinateur. Il corrigea ensuite l'image prise dans la chambre à coucher de la victime pour pouvoir la comparer aux empreintes des chaussures de Lanny. Il y avait de nombreux défauts sur les photos qu'on m'a envoyées. En premier lieu, l'angle selon lequel la photo avait été prise. L'appareil n'était pas exactement au-dessus de l'empreinte. Deuxièmement, on n'y avait pas ajouté un objet dont la dimension nous aurait donné un point de référence. Il était donc difficile d'en tirer des mesures précises. L'expert devait voir le sujet de la photo de plein pied, sans aucun angle de pose. Il eut recours à un logiciel particulier pour mesurer le grain du plancher de bois. Le plancher nous a fourni plusieurs points que nous pouvions mesurer avec une grande précision. Ces points ont été soigneusement numérisés pour former une grille de fond. On a ensuite comparé cette grille aux photographies numérisées, ce qui nous a fourni les points de référence à l'aide desquels l'image a pu être corrigée. L'ordinateur convertit ensuite les mesures en équations mathématiques et corrigea ainsi les défauts de la photo. Sur les images corrigées, Greenwade put identifier aisément les caractéristiques uniques comme les marques d'usure sur la semelle. Les chaussures de Lanny concordaient parfaitement aux empreintes. Plusieurs marques d'usure qui apparaissaient sur les empreintes laissées sur la poussière du plancher correspondaient tout à fait aux marques d'usure de cette même paire de chaussures. Près d'un an et demi après le meurtre des Donald, Lanny Buchanan fut arrêté et accusé de 2 homicides au premier degré. Grâce aux preuves, les policiers croient que Lanny Buchanan a décidé de tuer les Donald parce que Mary avait repoussé ses avances. Il a fait intrusion dans leur maison, la carabine de calibre 22 à la main. Leo n'a pas pu lui échapper. Mary était à l'étage. Les coups de feu l'ont sans doute réveillée. Mais elle n'a pas eu le temps de sortir du lit. En novembre 1996, Lanny Buchanan a été jugé coupable de 2 meurtres au premier degré. Il a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Quand les meurtriers agissent par vengeance, il faut des professionnels judiciaires déterminés pour fournir les preuves scientifiques de l'innocence ou de la culpabilité des suspects et ainsi rendre justice aux victimes de crimes violents.